première partie de notre discussion, Malcolm. J'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux, enfin surtout que nous te connaissions un peu mieux. Tu es né en Martinique en 1985. J'ai lu d'ailleurs dans une interview que tu te disais martiniquais et français. Donc peut-être que tu pourras nous expliquer ça. En tout cas, aujourd'hui, tu es politiste, philosophe, chercheur. Et puis, tu as un double parcours universitaire. Tu as d'abord suivi une formation d'ingénieur pour ensuite te lancer dans un doctorat de philosophie. Et d'ailleurs, c'est de ta thèse qu'est né ce livre, Une écologie décoloniale, je le rappelle, donc chez Seuil dans la collection Anthropocène. Ce livre a été publié au mois d'octobre de l'année dernière, je crois. Ça fait suite à ta thèse, je le disais. Et aujourd'hui, tu travailles notamment sur la question des relations entre pesticides et santé, avec un focus tout particulier sur la chlordécone. Que je pense que tu pourras nous en dire quelques mots. Ma première question, une fois que je t'ai décrit comme ça dans les grandes lignes, c'est que j'aimerais savoir finalement comment tu en es venu à travailler sur ce sujet, à conceptualiser toutes ces notions autour de l'écologie décoloniale. Dans les remerciements de ton livre, tout à la fin, tu dis tu remercies tes parents qui t'ont appris à aimer, à être en colère. Donc quelle est la matrice de tout ça? Alors, déjà, Rebecca, merci pour avoir organisé cette lecture collective au fil des semaines. C'était vraiment génial. Je suivais aussi un peu de loin de temps en temps. Tu m'entends bien là? Oui, 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 super. Ouais, d'accord. Euh, alors, d'où m'est venue cette idée de faire ce texte? Je crois qu'au fond, c'est assez simple. Euh, naître au monde, c'est à la fois être dans un rapport à la Terre, avec l'espace, le lieu, les écosystèmes, la mer, les forêts où on se balade, mais c'est aussi être en relation avec des êtres humains. Effectivement, les premiers, souvent, ce sont les parents, les amis, etc. Enfin, ce sont un peu les deux dimensions. Donc, je me définis, enfin, en tout cas, je me présente souvent comme martiniquais, parce que c'est une des composantes de mon identité. On a plusieurs identités. Et grandir en Martinique, c'est se confronter finalement à deux problèmes ou deux choses qui font question de manière assez rapide. D'une part, on comprend très bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les relations entre ceux qui viennent de ce qu'on appelait la métropole, de ceux qui ont une couleur de peau différente. On apprend aussi sur l'histoire et on voit qu'il y a des injustices qui ont été commises à un ensemble de peuples autochtones et de noirs dans le monde. Donc il y a quelque chose comme ça qui me travaillait, un sentiment d'injustice bien sûr, qui a été aussi informé par mes parents, qui eux aussi ont mené le combat à leur façon. Ils continuent à le faire. Et puis en même temps, habiter la Terre, c'est aussi habiter voilà, soit une île avec un espace fini, mais soit aussi un globe avec un espace fini. Et on voit bien qu'il y a des perturbations qui se font, que ces perturbations nous affectent en retour. Donc j'avais un peu ces deux fils. La file, on va dire, anti-esclavagiste, postcolonial, antiraciste, justice. Et la fibre, on veut dire écologiste, savoir, mais tiens, mais comment peut-on continuer collectivement à ce rythme-là? Comment peut-on habiter la Terre d'une manière qui assure une certaine soutenabilité pour nous, pour nos enfants, et du coup, j'ai ces deux pans qui ont, quand j'étais jeune, dans ma formation, ont toujours été traités de manière séparée. Mhm. Soit on s'intéresse aux enjeux décoloniaux, du racisme, de classe, de libération, etc. Soit on s'intéresse aux enjeux de protection de l'environnement, des énergies renouvelables, de la limitation des pollutions, etc. Mais à très peu de moments, ces deux fils se croisaient. Or, et le fait de ne pas les croiser, c'est précisément une manière de maintenir un état d'ordre extrêmement destructeur. Mhm. Et finalement, ce qui a été compris depuis très longtemps par un ensemble de peuples autochtones, de savoir que finalement leur domination est liée aussi à la domination de la terre et vice-versa, je n'ai fait que relever, retisser finalement ce qui a été séparé. C'est pour ça que je parle vraiment d'une écriture, j'essaie de penser, P-A-N-S-E-R, de tisser ce qui a été détaché par cette
fracture moderne qui sépare nature d'un côté, culture de l'autre, écologie d'un côté, politique de l'autre, environnement, société. Et dès lors qu'on rassemble ces deux pans ensemble, alors on peut faire des choses extrêmement puissantes. Et on voit qu'il y a des alliances qui, peut-être, peuvent euh, faire trembler certains tenants du système, quoi. Alors, en effet, dans ce livre, comme tu le dis, tu retisses en fait ce lien entre deux critiques de la modernité. On aura le temps d'y revenir. Et finalement, à t'écouter, sans doute que, en fait, ta rencontre avec l'habité colonial, sans doute que quand tu étais jeune, tu ne le nommais pas encore comme ça, mais ça, avec le recul, tu te dis que cette rencontre, elle s'est faite très tôt, finalement. Ceux qui connaissent, moi je suis né en Martinique. J'ai grandi d'abord dans la ville de Rivière-Pilote, qui est une ville qui est connue pour un rhum, qui s'appelle l'Ammonie, mais donc qui est rhum fabriqué à travers un ensemble de champs de canne. Mais même grandir en Martinique, c'est naviguer à travers des champs, en fait, à travers des plantations, canne principalement, mais bananes aussi. Et en fait, ce qui est très on va dire, intéressant, c'est que l'on navigue cette île en se disant, ben, ah ben, il y a des champs à droite et à gauche de la route, ah, il y a des plantations ici et là, il y a des maisons coloniales qui sont devenues érigées en musées maintenant. Et on a l'impression que, malgré tout ça, on serait comme un astronaute en dehors de la plantation, hein, que les limites de la plantation s'arrêteraient aux routes, que nous on navigue. Et en fait, ça c'est une fiction, parce que ce qui arrive à l'intérieur de la plantation, ben, finalement, se retrouve dans nos corps. C'est le cas des questions des pesticides, mais c'est aussi le symptôme d'une organisation économique et écologique, c'est-à-dire d'une manière d'habiter la Terre, où on a pensé que donc ces îles, mais la Martinique ici est un symptôme d'un symbole de quelque chose de beaucoup plus large, que notre rapport à ces terres est uniquement un rapport du profit, uniquement un rapport capitaliste qui se dit, bon ben voilà, on va organiser la société pour qu'une petite partie puisse faire le maximum de profit en un minimum de temps, indépendamment de ce qui est fait aux écosystèmes, indépendamment de ce qui est fait aux êtres humains, y compris à ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viennent après nous. Mhm. Alors, je réponds juste à une question. Le live sera enregistré, s'il vous plaît. L'objectif, c'est de le mettre en replay en IGTV, si je réussis à faire la manipulation. Donc, j'espère pouvoir le faire. Avant qu'on en revienne, tu vois, au dur du sujet, cette écologie décoloniale, comment on fait œuvre d'écologie décoloniale aujourd'hui en 2020. Moi, je trouve que tu tisses aussi un autre lien dans ce livre entre l'écriture de la recherche, donc du travail scientifique, et puis une écriture qui est celle de la poésie. Il y a beaucoup de place pour la poésie et aussi pour la pensée poétique qui vient inspirer ton travail. Donc, je voulais savoir justement quelle était la place que tu avais décidé à accorder à tout cela. Je sais qu'en 2015, tu as écrit un texte, La littérature pour penser l'écologie post-coloniale caribéenne. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Je crois que l'écriture académique n'est jamais une écriture, on va dire, naturelle, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, et on a tous des différentes façons de s'exprimer, différentes sensibilités aux situations de la vie, à notre entour. Et ces façons de s'exprimer, ces façons poétiques et littéraires sont elles aussi porteuses de théories, sont elles aussi porteuses de concepts. Et celles et ceux qui l'ont montré le plus, bah, ce sont, on va dire, les écrivains et les poètes de la Caraïbe, que ce soit Aimé Césaire, que ce soit Maryse Condé, que ce soit Édouard Glissant, que ce soit Isabelle Allende et plein d'autres. Et souvent, il y a quelqu'un qui s'appelle Henri Paget, qui est un philosophe et sociologue caribéen, qui s'est posé la question, mais où sont nos philosophes caribéens? Parce qu'il y a une tradition philosophique qui dit, bon voilà, les théories sont faites par les Européens et puis qui vont venir après dans les autres pays créer le savoir. Et en fait, au contraire, j'ai voulu construire ce texte avec ces poètes, avec ces littéraires, et aussi j'ai voulu pouvoir faire sentir un certain nombre de choses. Euh, il y a le registre de la démonstration, qui est un registre scientifique et qui est nécessaire. Et parfois, ce registre-là ne permet pas de tout dire. Mm. Et à un moment donné, j'ai voulu faire sentir plus que dire. Mm. Euh,
et parfois même les mots ont des limites. C'est pour ça que je fais appel à à certaines histoires. Euh, C'est ce qu'on et retrouve d'ailleurs en introduction de chaque chapitre où il y a un texte d'une page qui fait appel justement à, on est dans la prose, mais c'est une poétique et qui prend en référence à chaque fois le nom d'un navire négrier et pour justement faire ressentir, faire sentir quels en sont les enjeux et ensuite de développer ta pensée scientifique à partir de cela. J'ai une question qui m'a été posée par James Tagram Rage. Te revendiques-tu dans la continuité de l'héritage d'Édouard Glissant? Alors, dans le livre, tu fais évidemment au moins un moment référence à la théorie du tout-monde. Donc voilà, te sens-tu héritier de cette pensée? euh, d'une certaine façon, nous sommes tous les héritiers de ceux qui sont venus avant nous. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par se sentir héritier? Est-ce que j'adhère à toutes les thèses qu'a proposées Édouard Glissant? Non. Est-ce que j'en adhère à certaines? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que j'apprécie dans son écriture? Oui. Le fait est qu'il vient avant moi et qu'il a fait un travail qu'il faut reconnaître et que dans ce sens, je suis héritier comme toi aussi, Rebecca, tu l'es et et comme le sommes tous. Sur la question littéraire, et tu rappelais que je mentionnais finalement, je faisais ces récits sur les navires négriers. Faire sentir, c'est précisément important dans le cas de la traite négrière. Une fois qu'on nous a dit, bon voilà, il y a eu 12 millions de personnes enlevées d'Afrique. Alors déjà, c'est un chiffre qui est faux. Il faut bien comprendre. Les 12 millions, 12,5 millions, ce sont des estimations, et ce sont les estimations uniquement de celles et ceux qui sont physiquement rentrés sur le navire. Mais on sait très bien que pour qu'il y en ait un qui rentre sur le navire, à certains moments, il fallait au moins deux qui soient capturés, qu'entre-temps, il y en a un qui mourrait. Donc ça veut dire que si on prend en compte l'ensemble arraché, l'embarquement dont je parle, il commence bien avant le navire négrier. Et donc, du coup, une fois qu'on nous donne l'ensemble de chiffres, l'ensemble de noms, voilà, voilà, qu'est-ce que. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose, on a besoin d'autres histoires. Et c'est pour ça que je faisais ces récits poétiques qui annoncent des thèmes abordés dans chaque chapitre. Ouais. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais cette importance du récit, elle est présente dans chaque chapitre, et aussi elle est présente dans les perspectives un peu ou les pistes que tu offres en fin de livre pour que faire écologie du monde, il faut qu'il y ait des récits qui soient communs, qui soient partagés, entendus sur l'Afrique en général. J'espère qu'on aura le temps pour en parler. Alors je vois une remarque. Bravo pour votre travail, Malcolm Ferdinand. Voilà. Tu les vois aussi, toi, je pense. Voilà, tout ça. Très bien, parfait. Alors, de l'habité colonial à une écologie du monde, faire œuvre d'écologie faire œuvre d'écologie décoloniale aujourd'hui. Alors, je prends le pari que la majorité des personnes qui sont là ont soit lu le livre, soit ont suivi la lecture partagée. Donc, il y a un certain nombre déjà d'idées ou d'acculturation, un certain nombre de principes qui sont dans le livre. Tu as déjà tout à l'heure redéfini ce qu'était l'habité colonial. Et tu dis que pour aller vers une écologie du monde, il faut construire des ponts de la justice. J'aimerais que tu expliques ce que sont ces ponts de la justice et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu en as déjà identifié qui peuvent nous inspirer pour avancer dans cette démarche constructive? Alors là, je ne t'entends pas. Les caractéristiques Ouais. principales de l'habité colonial, c'est précisément de refuser la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire de refuser la rencontre avec celle ou celui qui ne me ressemble pas, qui ne porte pas les mêmes habits, qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne prie pas les mêmes dieux, qui ne vit pas de la même façon. Et donc c'est un habité extrêmement violent, parce qu'il dit que je n'habiterai la terre qu'avec ceux qui me ressemblent. Donc ça donne lieu à un ensemble de pratiques fascistes que l'on voit encore aujourd'hui, où on dit le problème de la crise écologique, ce sont ceux qui sont dans les pays du Sud, etc., etc. Bref, c'est une autre question. Et donc, la colonisation a été ce refus de la rencontre. Instaurer un monde, faire monde, proposer une écologie du monde, c'est permettre les conditions d'une rencontre, d'une véritable rencontre.
celle où on peut se parler dans une forme d'égalité, dans une forme de respect. Et cela ne se fera pas sans ce que j'ai appelé effectivement ces ponts de la justice. Et la justice, je l'entends ici, pas uniquement dans un sens procédural, dans un sens magistrat, avocat, juge, jury, etc., etc., mais dans ce qu'elle rend possible. C'est-à-dire qu'elle permet, à certains moments, d'instaurer une scène où des acteurs peuvent se rencontrer. Ça ne veut pas dire que ces acteurs vont être d'accord, mais ces acteurs vont être d'accord pour se reconnaître une scène commune, pour se reconnaître un lieu où l'on peut être en désaccord. Et je parle de pont de la justice parce que, après ces crimes qui ont été commis, on ne peut pas s'attendre à rencontrer l'autre sans la reconnaissance de ces crimes. On est dans une situation aujourd'hui en France où la reconnaissance de ces crimes est encore très difficile. Ouais. Malgré des lois qui ont été passées, où on reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, euh, ça devient parfois une reconnaissance sans conséquence. C'est-à-dire que je reconnais à condition que cela ne me change en rien la façon dont j'agis, la façon dont je pense mon environnement, la façon dont je pense mon écologie symbolique de Paris avec ses rues et ses statues, par exemple. Et donc, cela va aussi avec la question culturelle. Nous avons des apôtres de la biodiversité. Il faut, voilà, il faut conserver, effectivement, nous sommes dans une phase de d'effondrement de la biodiversité, mais en même temps, on est dans une situation où on va avoir une concentration, une centralisation des centres d'art, des centres de production d'art et aussi des musées qui vont exposer ces œuvres d'art. Donc, tu le sais comme moi que, par exemple, des musées comme le Quai Branly vont avoir un ensemble d'œuvres d'art qui sont issues pour une bonne partie de cette période coloniale et à qui ça ne pose, enfin, pour beaucoup, ça ne pose aucun problème de les avoir là. Or, sans reconnaissance de ces crimes, sans reconnaissance de cette dignité de l'autre, comment peut-on rencontrer l'autre? Ouais. Et j'ai l'impression, justement, comme tu le dis, en fait, la reconnaissance de la colonisation, elle est sur le papier dans la loi, mais quand j'entends le président dire de parler de séparatistes, d'éditorialistes qui parlent d'indigénisme. J'ai lu encore récemment que certains musées disaient, dans le cadre des mouvements actuels, non mais nous les musées on fait pas de politique. Tous ces mots-là, c'est complètement dire non, on ne veut pas créer ces espaces de dialogue. Et ce qui est très comique, parce qu'à ce niveau-là, ça devient comique, tristement et de manière très colérique, comique, c'est que des demandes ou des revendications de ce type ont déjà eu lieu par le passé, notamment face à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, face à la Shoah, face à l'occupation de la France. Et donc, il y a une tribune de Leonora Milano qui disait peut-être que ce sont les acteurs qui portent ces revendications qui posent problème. Évidemment, dès lors qu'on a une institution qui, et notamment dans la parole présidentielle, qui dit si vous avez une opinion différente de la mienne, alors je vous considère comme étant en dehors de la République. Je vous considère comme étant contre la République, comme voulant faire sécession. Alors que précisément, ceux qui portent ces revendications de justice et d'égalité sont peut-être ceux qui portent l'idéal républicain le plus loin et le plus fortement. Et donc plutôt que les honorer, ils les refusent. On s'attendrait à ce qu'un président soit le président de tous les citoyens, quelle que soit leur opinion. Donc effectivement, on est dans une situation assez rocambolesque où on a une assemblée qui passe une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui dans le même temps arbore une statue dans son entrée de celui qui a signé le Code noir, celui qui a servi le Code noir qui encadre juridiquement l'asservissement, la mutilation, la capture et la gestion de nos ancêtres en Afrique et dans les Amériques. Donc on a un espace, en tout cas en France, fermé. Est-ce que toi tu as ailleurs dans le monde des exemples où tu te dis là on a su créer ou commencer à bâtir un pont de la justice, c'est vers ça qu'il faut tendre pour nous donner de l'espoir, quoi. Nous dire allons regarder ce qui s'est fait ailleurs. Je pense que les espoirs,
sont pas forcément des espèces de grandes victoires supra-étatiques nationales, mais que beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs ont réussi à tisser des liens qui permettent la rencontre avec l'autre. Euh, on a vu des alliances entre différents collectifs écologistes, entre par exemple la France hexagonale et les Outre-mer. Ce qui se passe avec la question du chlordécone est assez remarquable. On commence à avoir un ensemble d'échos dans les milieux écolos ici, ça, c'est prometteur. Euh, je, je pense que, pareil, on voit aussi qu'il y a des alliances qui se font entre territoires dits outre-mer, entre la Réunion et la Martinique. Un mouvement qui, pour moi, m'a donné beaucoup d'espoir, c'est le mouvement de la justice environnementale, celui qui est né précisément aux États-Unis. Donc, en fait, à la fin des années 70, euh, un ensemble de collectifs, et beaucoup de femmes d'ailleurs, de minorités colorées, se sont rendus compte que les minorités de couleur étaient de manière disproportionnée exposées à des pollutions, à des déchets toxiques. Et ils ont remarqué que ce n'était pas uniquement un effet de la classe, un effet du genre, mais que c'était vraiment une forme de racisme, ce qu'ils ont appelé un racisme environnemental. Et face à ce racisme environnemental, ils ont alors proposé cette réponse d'une justice environnementale, qui signifiait le droit de vivre dans un environnement sain, le droit de pouvoir être traité dignement. Et en 1991, se sont réunis à Washington en mettant en place ce qu'ils ont appelé les principes de la justice environnementale, en décembre 1991, où précisément ils articulent la critique de l'histoire coloniale, du capitalisme, du racisme, à l'exigence de préserver, et pas seulement les écosystèmes de la nature, mais préserver parce que c'est pas juste un objet qu'on préserve, mais préserver ces relations, y compris spirituelles et symboliques, de ce qu'ils appellent la terre-mère. Ouais. Et donc il y a d'ailleurs une déclaration, hein, la déclaration de 1991 qu'on peut retrouver assez facilement sur le net. Il y a 17 principes, je crois, c'est ça? 7 C'est ou ça. ouais, 17. C'est ça. J'ai une question qui m'a été posée par une personne qui doit être là d'ailleurs. Euh, une fois, tu vois qu'on a compris finalement l'habité colonial, ce que tu disais, euh, qui se bâtit sur la domination, sur la violence envers les humains, les non-humains, qui esclavagisent les humains, les non-humains également, et qu'on a envie de tendre vers cette écologie du monde à l'échelle individuelle. Comment en fait on fait œuvre d'écologie décoloniale individuellement, collectivement? Quelle est en fait un peu la trajectoire pour avancer dans ce processus une fois que théoriquement on a compris et accepté de regarder le monde tel qu'il est construit par cet habité colonial? Alors, il y a plusieurs approches et ça correspond finalement à la quatrième partie de mon livre qui propose quelques pistes. La première chose, c'est, on va dire, l'approche sera toujours collective. On peut avoir une existence individuellement la plus écolo, la plus juste possible, sans finalement changer les violences qui se font ailleurs. Donc, ça part de tout chacun, mais ça doit forcément aboutir au collectif. Et l'une des manières c'est dès lors qu'on fait un travail d'élucidation, c'est-à-dire de se rendre compte comment euh, notre existence collective dans un lieu impacte les vies et les expériences dans un autre lieu. Par exemple, l'utilisation de téléphones portables, d'ordinateurs, par exemple, la consommation de certaines viandes qui ont été produites par du soja, soja qui a été produit en déforestant l'Amazonie. Par exemple, la consommation il y a quelques années de ces bananes qui ont été produites par le chlordécone. Dès lors qu'on a saisi en fait les vêtements que l'on porte, qu'on a saisi que finalement nous sommes imbriqués dans des relations qui sont aussi parfois aliénantes. Hein, parce que finalement, quand on va à la cantine, ça c'est Fatima Wassa qui le fait très bien ici, quand on va à la cantine et qu'on voit que finalement on ne peut pas avoir le contrôle de ce qu'on met dans nos corps, ou personne ici n'a décidé, ou peut-être il y en a, mais personne n'a décidé, ben tiens, je vais mettre du glyphosate dans mon nourriture, je vais mettre du chlordécone dans ma nourriture, et pourtant ça se retrouve dans nos corps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de domination de nos corps, même quand on est à l'extérieur de la plantation. Mais dès lors qu'on a compris cette violence qui est éloignée,
on comprend aussi qu'on a des capacités d'action qui sont différenciées. Ce n'est pas la même chose d'aller bloquer une rue à Paris que d'aller manifester au Congo pour avoir accès à l'eau ou alors pour lutter contre l'exploitation du coltan ou du cobalt. Cela veut dire qu'il y a des alliances à créer. Il y a des alliances à créer précisément avec celles et ceux qui n'ont peut-être pas la même capacité d'action que nous. Et par exemple, voilà, il y a des associations qui le font très bien à Lyon sur la question du téléphone portable, sur la question de l'obsolescence programmée. Euh, euh, donc, au-delà de donc il y a s'approprier de ces manières collectives de vivre, d'habiter, renseigne. Qu'est-ce qu'on, on a tous des espaces collectifs où on se retrouve. Qu'est-ce qui se passe dans ces espaces collectifs? Qu'est-ce que l'on mange dans nos cantines dans les entreprises? Qu'est-ce que l'on mange dans nos cantines des écoles, des universités? Imaginez cela, que tous les bâtiments publics, tous les établissements publics fassent une nourriture qui soit bio, zéro pesticide. Commençons par là. Bien sûr, on accompagne les agriculteurs, ce n'est pas, voilà, mais et là, on a une action qui permet de se réapproprier nos corps et en même temps de proposer un autre rapport à la terre. Ouais. Il y a, c'est important cet exemple de l'alimentation parce que c'est vraiment un processus et un sujet qui, d'ailleurs, tu l'évoques dans le livre, a été approprié par les populations noires aux États-Unis. Je crois que tu cites Détroit, mais il y a d'autres exemples aussi. Et tu l'évoquais aussi à un moment, les mouvements écologistes blancs ont pu dire, mais les populations minorisé par le monde tel qu'il est, etc., ne s'intéresse pas tous ces sujets, alors qu'en fait, c'est de l'aveuglement, en fait, de ne pas voir que ces sujets-là sont traités, appropriés par toutes ces populations. Tout à fait. J'ai parlé au début de cette différenciation entre questions de justice, d'antiracisme et questions écologiques. La question à se poser, c'est pas comment les lier, mais pourquoi ils ont été séparés en premier lieu. Comment se fait-il qu'on arrive, par exemple, aux États-Unis, donc dans une société coloniale et esclavagiste, et qu'on se dise, après avoir éradiqué, ou en tout cas conduit à un génocide et à une extermination de plusieurs peuples amérindiens, Navajo, etc., on arrive à se dire, tiens, on va préserver une terre vierge. Et, et pareil, on arrive à aussi imaginer un ensemble de théories sur cette nature qui serait à préserver, etc. Et on fait comme si les peuples qui ont subi ces violences n'avaient pas eux aussi des manières de se rapporter à la Terre et au monde, des manières de se rapporter aux anges, des conceptions de leur existence sur Terre sur plusieurs générations. C'est-à-dire que il y a eu, et ça il faut que le mouvement écologiste et environnementaliste fasse un examen critique, il y a eu une exclusion dans les faits, parfois volontaire, mais dans les faits, des populations minoritaires, des populations racisées, de ces espaces où on pense nos rapports collectifs au monde et à la Terre. Il faut voir qui compose les associations écologistes, il faut voir qui compose les associations gouvernementales des politiques écologistes. Et historiquement, il y a eu une exclusion sociologique qui fait que les thèmes, les préoccupations centrales de beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui dans certaines banlieues et aux États-Unis, ne furent pas considérées avec la même dignité écologiste, quoi. C'est-à-dire que bon, vous êtes en ville, ça c'est pas d'écologie. Bon, votre souci c'est de manger, ah attention, vous allez peut-être trop manger pour la terre parce que vous êtes trop nombreux. Enfin, et là on en vient à des choses totalement délirantes. Ouais. Pour revenir aussi là, faire le lien avec l'actualité, dans les propositions de la Convention citoyenne, il y a le crime d'écocide. Une question que je me suis posée, c'est est-ce que l'écocide, alors c'est a priori une avancée, mais est-ce qu'il n'est pas sujet en fait à tomber dans le panneau de la double fracture aussi, c'est-à-dire d'avoir une approche purement environnementale et de pas penser en fait les destructions des peuples, comment on a ces interactions sociales autour de ces écocides. Je pense qu'il faut se souvenir que, alors, moi je trouve que c'est
un outil extrêmement puissant et intéressant. Et je salue le travail de la Convention pour proposer cela. Reste à voir si ça va aller jusqu'au bout. Mm. Mais après, il faut, comme tout outil, il faut s'en méfier. Et qu'on ne peut pas placer l'espoir et la solution d'instituer un monde uniquement dans un outil. L'écocide est un outil juridique qui permet de donner une existence à ces écosystèmes, à ces espaces qui ne parlent pas. Euh, et qui permet aussi d'assigner les responsabilités à ceux qui ont détruit ces espaces. Effectivement, si on reste sur la question du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, cela fait 48 ans que les terres sont polluées, pas une seule personne n'a été assignée en justice à ce jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans un monde où il est perçu comme normal que des personnes puissent contaminer des terres pour plusieurs siècles sans qu'elles n'aient de compte à rendre à personne, au contraire, sans que cette contamination perturbe leur activité économique. Effectivement, cela ne peut pas continuer comme ça. Donc le crime d'écocide permettrait d'empêcher cet état de fait, de redonner une valeur à ces écosystèmes dont nous faisons partie. Nous sommes aussi des écosystèmes. Mais bien entendu, ce ne peut pas être la seule et unique réponse que l'on donne. La question reste toujours politique, c'est de la mobilisation collective face à cette histoire pour instruire un monde. Il y a une question qui a été posée, je veux bien que tu y répondes en quelques mots. Comment tu es passé de ton parcours d'ingénieur à celui de la pensée philosophique? Quel a été le point de bascule? Je crois que précisément, ça a été par une certaine méfiance de l'outil, et en particulier de l'outil technique. Donc après ma formation, effectivement, j'avais déjà une sensibilité aux pays du Sud et aux questions d'injustice, et je voulais assez rapidement travailler à une forme d'émancipation de certains pays par ma formation d'ingénieur. Dans ce cadre, j'ai fait une mission humanitaire au Darfour, dans laquelle j'étais chargé d'accès à l'eau, à l'assainissement et aussi de l'hygiène dans certains camps de réfugiés. Et j'étais allé de manière assez naïve en fait, en me disant, bon, s'il y a un crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide, je me disais que si les personnes n'avaient pas accès à l'eau, c'était uniquement parce qu'ils n'avaient pas de sous et qu'ils n'avaient pas de compétences. Et que moi, je venais avec ma compétence, avec les sous de mon association, et donc du coup, bon. Et en vérité, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas résoudre une situation politique uniquement avec une réflexion techniciste. Alors, la technique a sa place, mais ça ne peut pas être l'unique solution. Et dans cette mission, je me suis rendu compte qu'en fait, mes outils d'ingénieur ne me permettaient pas de saisir l'ampleur de ces situations sociales et politiques. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai voulu me former à finalement d'autres disciplines, y compris la science politique et la philosophie politique. J'aimerais qu'on en vienne à la notion d'universalisme. Parce que dans ton livre, tu déconstruis un certain nombre de mots, dont celui de l'anthropocène. Tu me dis si je fais une erreur, mais pour aller vite, en gros, l'universalisme aujourd'hui, c'est celui un universalisme pensé par un homme blanc dans un système capitaliste. Et donc tu déconstruis cela. Et j'ai l'impression que à partir de cette justice environnementale que tu as commencé à évoquer, on trouve un nouvel universalisme qui n'est pas peut-être. Alors je sais pas si on a caricaturé ton livre en disant voilà c'est les noirs contre les blancs ou les racisés contre les blancs, et d'avoir un universalisme qui se constitue autour de souci mondial qui est transculturel, transcouleur de peau de la justice environnementale. Alors, tu m'entends? Oui. Ouais. Alors, il faut comprendre deux choses. C'est que, d'une part, dans mon livre, je pars de ces oppositions dichotomiques, effectivement, maître, esclave, noir, blanc, homme, femme, qui ont été instituées par la modernité coloniale. Et au fur et à mesure du livre, quand on arrive à la quatrième partie, on voit bien que l'opposition ne se fait pas en termes de hommes, de femmes, de blancs, de noirs,
mais en termes de ceux qui veulent instaurer un monde et ceux qui, au contraire, le refusent. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, je montre certaines figures, des figures du refus du monde, des figures euh, de ceux, au contraire, qui vont chercher un monde, qui vont devenir des compagnons de bord, qui vont proposer à l'un à l'autre de composer un monde. Donc après, ceux qui veulent le caricaturer vont toujours le faire de toute façon, ça ne peut pas se faire. Sur la question de l'universalisme, il faut comprendre que l'universalisme a été une catégorie occupée. Et là, je reprends ce que disait Sylvia Wynter, donc une ancienne théoricienne jamaïcaine extrêmement puissante, qui disait qu'en fait, la catégorie de l'humain est aussi une catégorie occupée. C'est-à-dire, c'est comme une occupation de terrain. Mais là, on occupe un concept. Et qu'il y a une catégorie de la population qui a dit, bon ben voilà, nous allons définir l'universalisme ou l'humain comme étant uniquement celles et ceux qui ressemblent à ça. Et tous celles et ceux qui ne lui ressemblent pas ne sont pas considérés comme étant relevant de cet universel. Et c'est un universalisme qui est écrasant, un universalisme qui ne rend pas possible la rencontre de l'autre. Et ce que je pointe à la fin en citant notamment Souleymane Bachir Diagne, c'est qu'à cet universalisme vertical, il existe un universalisme de translation, de traduction, un universalisme horizontal qui est précisément universel parce que, d'une part, on est particulier et parce que depuis notre particularité, on peut rencontrer d'autres particularités. Et que dans ce mouvement vers l'autre, alors, il existe un autre universalisme que certains vont appeler diversalisme ou diversel. Bon, voilà. Le danger serait d'abandonner cette catégorie au motif qu'elle est occupée par certaines personnes, plutôt que de mener une lutte en disant non, nous sommes aussi universaux. Et le danger, c'est ceux qui ne refusent de reconnaître notre universalité. Ouais. Et pour justement libérer la notion d'universalisme de cette occupation qui est un peu monolithique, il faut retravailler le terme d'anthropocène. Ça, je pense que c'est une étape indispensable. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Effectivement, le terme d'anthropocène est problématique. Alors, il y a problématique dans le sens qui fait écho à cet universalisme indiscriminant, mais qui en fait est violent, mais aussi au niveau politique. C'est-à-dire le terme anthropocène ne permet pas de différencier les responsabilités différenciées. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même responsabilité vis-à-vis des destructions environnementales de la Terre, ni non plus vis-à-vis des conflits et des dominations, des inégalités qui existent sociales et politiques sur Terre, et que tout le monde n'en subit pas les conséquences de la même façon. Et ce que l'on constate, c'est que souvent, celles et ceux qui ont le moins engendré de destruction sont celles et ceux qui vont souffrir le plus. La zone tropicale où un ensemble de cyclones, par exemple, à forte intensité vont se remarquer, on sait très bien que ce n'est pas les Caraïbes qui ont créé le changement climatique. On sait très bien, et même au sein même des Caraïbes, on sait très bien qu'il y a une différence entre celui bien riche qui habite à Fort-de-France ou alors à Pétionville, et puis ceux qui sont dans la cité d'Ilon ou ceux qui sont dans l'embas-ville de Port-au-Prince. Mais encore une fois, quand on regarde sociologiquement, qui sont ceux qui ont proposé cet anthropocène? Anthropocène est un mot qui a d'abord été proposé, entre autres, par Paul Crutzen, néerlandais, prix Nobel de chimie, donc un scientifique vraiment de renom, mais qui fait totalement fi de l'histoire coloniale et esclavagiste des Pays-Bas. Et ce n'est pas n'importe quelle histoire. Hein, c'est des colonies du Suriname aux Caraïbes, passant par l'Afrique du Sud, en passant par l'Indonésie. Et donc, alors que son pays a cette histoire-là, tout d'un coup, il invite un concept qui ne permet pas de rendre compte de ces histoires-là. Donc, un concept qui permet de maintenir ce que une autre néerlandaise a appelé une innocence blanche, c'est-à-dire Gloria Wekke, c'est-à-dire une manière de reconnaître la responsabilité de tout le monde face au réchauffement climatique, à condition de ne pas reconnaître la responsabilité de certains pays européens et américains face aux crimes contre l'humanité, aux crimes d'esclavage, aux crimes de la colonisation.
Alors, il y a Camille qui pose une question. Est-ce que le mot capitalocène conviendrait mieux? Il y a celui-ci. Il y en a deux autres que tu proposes dans ton livre. Plantationocène, qui a été, alors, j'ai plus en nom les noms des deux chercheuses qui ont développé ce concept. Et puis toi, tu parles aussi de négrocène. Alors, le danger, bon, le, le danger de l'anthropocène n'est pas seulement le mot en lui-même, c'est aussi cette espèce d'unicité du mot, c'est-à-dire que ça serait le seul mot valable et valide. Et c'est cette revendication que l'anthropocène, c'est le mot, et qu'il n'y en a pas d'autre. On revient encore une fois à ce refus de l'autre. Alors, effectivement, le mot capitalocène est intéressant parce qu'il met il montre qu'en fait, le capitalisme a joué un rôle extrêmement fort et extrêmement central dans les destructions environnementales de la Terre et aussi dans les dominations des différentes classes. Alors, parfois, moi, je m'inscris un peu en porte-à-faux face à certaines théories éco-marxistes qui se disent que le marxisme hétérodoxe est suffisant pour expliquer tous les maux de la Terre. Moi, je pense que même si Marx, à certains moments, a pu exprimer des solidarités avec les populations esclavisées, je pense que ce n'est pas le marxisme qui permet d'interpréter précisément les questions de racisme et les questions liées à l'héritage colonial. Et d'autres mots ont été proposés, comme les mots plantationocène, donc par Donna Haraway et Anna Tsing, qui montrent qu'en fait, ce sont ces unités de... Les plantations sont des unités humaines et non humaines, c'est-à-dire que c'est une sorte de lieu où on transforme à la fois l'humain en force de travail, en machine, en bête de somme finalement, et en même temps on transforme aussi les écosystèmes, les terres, euh, en vue de ces profits, transformation misogyne, souvent, encore violente. Alors, petite parenthèse, mais maintenant, chaque semaine, on apprend que dans telles usines ou telle entreprise existe un milieu sexiste encore aujourd'hui. Donc, et à côté de ce plantationnocène, ce mot, je propose dans mon livre un autre mot aussi, pour celui de négrocène, qui porte l'attention sur finalement cette histoire de la traite négrière esclavagiste, enfin traite négrière transatlantique pendant 3 siècles et demi à peu près. Pourquoi je propose ce mot? Parce que dans les théories écologistes, on a souvent opposé uniquement les modernes, européens, souvent blancs, et les peuples autochtones qui seraient les dits entre guillemets indiens, parce que c'est amérindiens des Amériques. Et on a occulté ce qui s'est passé à travers cette histoire, ce qui s'est passé notamment écologiquement, à travers cette histoire négrière. Et que transformer un être humain en nègre ne va pas de soi. Ouais. Et qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, où ce n'est pas uniquement l'être humain qui est transformé en nègre, mais c'est la Terre qui devient transformée en nègre. C'est-à-dire une entité avec laquelle on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, pour laquelle on n'a besoin de rendre aucun compte. Petite parenthèse encore, on parle de l'abolition de l'esclavage. J'ai entendu un discours aujourd'hui, on dit voilà, mais nous avons aboli l'esclavage, c'est quand même pas mal. Mais l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas une justice. C'est une loi, c'est une abolition. Ce n'est pas une justice. C'est-à-dire que ceux qui ont été en esclavage n'ont pas eu justice jusqu'à ce jour. Mais on arbore Colbert devant l'Assemblée nationale. Et du coup, le négrocène précise, pour moi, je souhaite attirer l'attention sur cette transformation particulière, racisée, c'est-à-dire c'est avec une forme de domination étayée par cette hiérarchie raciale, d'êtres humains, de non-humains, en matière nègre. Matière première. Donc on va exploiter l'énergie vitale. Quoi. Ouais, absolument. Et quand tu parles de l'abolition n'a pas rendu justice, pire, en fait, ce sont les maîtres qui ont été indemnisés par le système. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, là aussi, qu'au Royaume-Uni, il y a des archives qui permettent de retrouver les familles qui ont été indemnisées et de remonter et de voir quel en est le résultat aujourd'hui. Donc cette justice non rendue, elle a un impact sur notre présent à nous tous. Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de pays, y compris en France, y compris en Angleterre, y compris aux États-Unis, les maîtres ont été dédommagés.
Mm. dédommagés, entre guillemets. Cela veut dire que, en fait, l'État a racheté les esclaves pour accorder la liberté. Ouais. Et que la Et liberté des esclaves était un dommage. exactement. Et en fait, ça a permis à ces maîtres d'acquérir, en plus de ce qu'ils avaient déjà pu obtenir, enfin, un capital financier. Et grâce aux historiens, on peut suivre ce qu'il est advenu de ce capital. On peut voir quelles sont les entreprises aujourd'hui qui ont bénéficié, qui ont fait fructifier ce capital. Donc, il y a des recherches extrêmement intéressantes qui ont été faites par l'Université College London en Angleterre. Il y a des recherches qui sont en train d'être faites ici même par le CIRES, qui est un centre de recherche d'esclavage en France. Ah, super. Il y a des recherches qui sont faites aussi aux États-Unis dans ce sens. Et du coup, c'est-à-dire qu'on arrive à voir finalement ce qui est advenu de cet argent, de cette somme. On a vu hier que, par exemple, la banque anglaise reconnaissait et prévoyait des moyens de compensation d'avoir profité de ce crime contre l'humanité. On a vu certaines universités aussi faire de même. On a vu des banques américaines faire de même. Quid de la France? Mm. Je vous rappelle, pays qui se revendique comme étant pays des droits de l'homme, mais qui refuse finalement encore, au motif que nous serions sécessionnistes, euh, de reconnaître ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce que je montre plutôt dans mon livre, c'est que l'abolition de l'esclavage a servi de vecteur à une globalisation de l'habité colonial. Mm. C'est-à-dire que on n'a pas arrêté la plantation. Au contraire, l'abolition permettait de la prolonger dans des formes, avec des formes de servitude qui ne sont pas exactement celles de l'esclavage, mais quand même des formes de servitude. Euh, Et c'est cela qui reste encore à questionner, c'est qu'effectivement, on célèbre, et il faut célébrer parce que c'est important, cette avancée juridique et politique majeure de l'abolition de l'esclavage, mais il faut aussi se demander, finalement, que faisons-nous aujourd'hui? Le combat qu'ont porté nos ancêtres pour obtenir cette abolition, parce que ça n'a pas été donné, ça a été un Non, combat. ouais. Mm. Le, comment aujourd'hui pouvons-nous honorer cette mémoire? Et je pense qu'une des façons, c'est précisément de prolonger, de faire le pas qui reste encore à faire, celui de s'attaquer à cette activité coloniale, Mm. qui était la raison pour laquelle ils étaient en esclavage, enfin, ils ont été esclavagisés en premier lieu. Ouais. Et tu rappelles d'ailleurs dans le livre que, euh, par exemple, Toussaint Louverture, il a pas, à l'époque, il n'a pas su envisager aussi qu'on pouvait sortir de la logique de plantation et qu'il fallait rester dans ce monde-là, alors que c'était peut-être un pas de plus. Alors, on ne refait pas l'histoire, mais c'est pour montrer que euh, cet ancrage de cette logique de la plantation, elle est apparue comme irrésistible à l'époque. Et aujourd'hui, cette habilité coloniale est encore là et il faut qu'on entende qu'il est, oui, on peut y résister et penser d'autres formes d'habiter. Oui, et je pense que ça apporte un peu de nuance. Alors, soyons clairs, la révolution haïtienne, la déclaration d'indépendance, a été un moment extrêmement fort. Mm. Et ce qu'a pu faire Toussaint Louverture avec d'autres, avec Dessalines, avec Fatima au départ, avec Boukman, etc., et plein d'autres, avec Henri Christophe, extrêmement fort. Mais j'ai montré aussi les limites, finalement, au sens où ça n'a pas fondamentalement changé les manières d'habiter la Terre. Et c'est là que on voit bien que je mets une critique à la fois aux maîtres esclavagistes ou post-esclavagistes martiniquais, à la fois à Toussaint Louverture, le révolutionnaire haïtien, et que du coup, l'opposition ne fait plus entre noir-blanc, Ouais. mais entre ceux qui vont pouvoir porter un autre projet et ceux qui vont le refuser. Et effectivement, il y a des passages assez sombres de Toussaint Louverture où il va réprimer des ouvriers qui ne voulaient pas travailler dans les plantations, mais au contraire avoir leur lopin de terre, travailler, faire une culture vivrière et se nourrir eux, se nourrir leur corps et cultiver leur être. Ouais. Alors, il nous reste que 2 minutes. Alors, j'ai vraiment pas envie qu'on nous coupe la parole sans avoir eu le temps de conclure. Est-ce que tu aurais des recommandations pour aller plus loin, continuer à penser cette écologie décoloniale ou des sujets connexes à lire, à voir ou écouter? Est-ce que tu as des propositions à nous faire? Des choses comme ça qui te viennent tout de suite en tête?
des prolongements de lecture, par exemple? Oui, par exemple, oui. Alors, en fait, alors j'ai travaillé avec certains collègues pour notamment mettre à disposition du public d'autres textes, parce qu'il y a toute une littérature, par exemple, dans ce qu'on appelle la Black Geographies, tout ce qui est littérature, notamment postcoloniale, décoloniale, toute la littérature sur les mouvements de justice environnementale, mais que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Inde, il y a des mouvements pour la décolonisation de la conservation de la nature, pour la décolonisation de la pensée de l'extinction. Il y a un ensemble de indigenous studies. En fait, il faut comprendre que le modèle occidental dans lequel nous avons évolué, est un modèle parmi d'autres. Et quand on voit le bordel dans lequel nous sommes, la moindre des choses, c'est se dire, bah, peut-être qu'on peut aussi se renseigner et voir ce qui a été produit. Mm. Et il faut que nous sortions de cette production d'ignorance de nous-mêmes. Nous avons pensé, nos ancêtres ont pensé, nos ancêtres ont écrit, nos ancêtres ont dit, nos ancêtres ont lutté. Et qu'il y a des façons de reprendre et de mettre à jour à nouveau ces luttes, ces théories, ces voies, en fait. Mhm. J'ai noté cette phrase, sortir de la production d'ignorance de nous-mêmes. Donc, il faut continuer à être curieux. Moi, je tiens beaucoup à cette idée de la curiosité. Et puis ah oui, je le rappelle, à la fin de ton livre, hein, il y a 50 pages de ressources bibliographiques. Donc, on trouve également beaucoup de ressources dans le livre. Donc, je le rappelle une dernière fois, Une écologie décoloniale chez Seuil Anthropocène. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup, Malcolm. C'était Alors, merci, passionnant. alors, merci à toi et merci à toutes les lectrices et tous les lecteurs pour avoir lu le livre et bah, écoutez, au plaisir de vous retrouver à d'autres moments et j'espère qu'on pourra mener ensemble ce combat pour un monde plus écologiste et plus juste. Ben, merci beaucoup, Malcolm.